Masterclass avec Bourse Direct, le partenaire de tous vos investissements. Chaque jour, nous vous accompagnons pour prendre les bonnes décisions et donner vie à vos projets. Et surtout, il y a plein de banques assureurs aussi. Ce Crédit Agricole, ils font vraiment les deux. Il y en a qui vont être spécialisés pour les 2 milliards d'euros que je prends. Bonjour. Comment ça va? Pas très bien. Bon, est-ce que vous avez déjà rencontré un dirigeant du CAC 40? Pour certains, oui, parce que je sais qu'ils reviennent. Pour les autres, globalement, non. Donc pour beaucoup, c'est une première. Sachez que pour lui, c'est une première aussi, parce que c'est sa première télévision qu'il nous accorde. Il n'est jamais venu à la télévision, donc depuis qu'il est arrivé à la tête du Crédit Agricole. C'était il y a un an, donc c'est un chouette moment. Sa banque, c'est la première banque en France, ça vous le savez. Part de marché, tu vas vous débachoter un petit peu, la part de marché du Crédit Agricole en France, non? 30%. Ça veut dire que logiquement, 1 sur 3, ici, doit être client. Combien de gens sont clients parmi vous? Combien de... Ah, on n'a pas un tiers. Bon, baissez vos mains, il ne faut pas que... Et bien lui, donc, c'est le grand chef du Crédit Agricole. Et d'ailleurs, justement, tiens, le voilà. Bonjour, Olivier Gavaldin. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, et vous? Merci d'être là avec nous. Super. Venez, je vous les présente. Merci à vous pour votre invitation. Bonjour. C'est le grand patron du Crédit Agricole. Si vous voulez négocier un crédit avec un taux canon, c'est le moment ou jamais. C'est le moment. On pourra faire quelque chose. Bon, j'ai demandé sur les jeunes, vous n'avez pas 30% de part de marché. J'ai fait les tests, il y a encore un peu de boulot. Il y a encore un peu de boulot, mais on n'est pas très loin. C'est vrai? Oui, on est vraiment une banque attachée à attirer les jeunes. D'ailleurs, on fait des offres vraiment spéciales adaptées aux étudiants. Je pense notamment à une assurance à 6 € par mois. Enfin bref, on fait des choses justement pour encourager les jeunes à faire leurs études, à réussir leur On connaît même les tarifs pour les étudiants, 6 €. On a dit ça. Je peux même vous donner le tarif du crédit étudiant, je peux tout vous faire, et pas de problème. Olivier Gavaldin ne connaît pas vos questions, donc pour lui ce sera évidemment une surprise. Et c'est ça qui est bien. Allez, c'est parti donc pour la masterclass d'Olivier Gavaldin, le directeur général du Crédit Agricole. Allez, venez, on s'installe. Super. Et oui, dans la vraie vie, évidemment, les étudiants et les patrons, notamment du CAC 40, ne se rencontrent jamais. C'est normal, chacun est à sa tâche. Les étudiants, vous êtes concentrés sur vos formations, sur vos diplômes. Et puis les patrons, les grands dirigeants, évidemment, gèrent des multinationales et ça prend évidemment beaucoup de temps. Nous, sur Public Sénat, chaque mois, on veut que les uns et les autres puissent se parler librement sur les sujets que notre jeunesse, vous, juge comme étant prioritaires. Et puis n'oubliez pas, à la fin de l'émission, pour celui ou celle qui posera la question la plus pertinente, un compte bancaire gratuit à vie. On remercie évidemment Olivier Gavaldin. On sait faire, on sait faire. On a une photo de vous, on va la regarder. On a une photo de vous qui date de l'an 2000. À l'époque, vous êtes patron du Crédit Agricole Île-de-France. Cette photo, en apparence, elle est anodine, mais elle est marquante pour vous. Pourquoi? Alors d'abord, elle est marquante parce que elle est particulière. La cravate, elle est quand même assez redoutable. On s'est dit, il est daltonien quand même. Ouais, mais c'était la mode à l'époque, donc c'est assez kitsch, c'est sympa. Non, pour moi, c'est un moment important de la vie du Crédit Agricole. Elle incarne vraiment ça. C'est lors d'une assemblée générale de caisse locale, ça ne dit rien à personne, mais c'est un événement important pour nous. On en fait 2400 par an en France, dans des petits villages. On réunit nos sociétaires, parce que vous savez qu'on est une banque coopérative et mutualiste, donc ce ne sont pas des actionnaires, ce sont des sociétaires, qu'on réunit une fois par an pour décider des comptes de l'agence locale, pour évoquer avec eux comment ça se passe sur le terrain, sur leur canton, l'économie. Les clients. Et donc on leur explique tout ça, on fait de la pédagogie sur la banque, sur l'économie en général, et chaque année, on reçoit 350 000 à 400 000 Français. Et donc, c'est le symbole de ces réunions où on a 200, 300 personnes qui sont réunies. Donc, pendant D'où le micro, les questions, les réponses. D'où le micro, les questions, les réponses. Bref, tout ce qu'on va faire aujourd'hui, d'ailleurs. C'est en faisant un stage au guichet que vous avez découvert que vous avez aimé la banque. C'est ça le point de départ? Alors, j'ai aimé la banque. En réalité, j'avais besoin de travailler pour financer mes études. Donc, voilà. Mais j'ai bien aimé en tout cas, l'utilité que ça représentait, le contact avec les clients, avec la vraie vie. Donc, j'ai commencé à percevoir, comme peut-être certains d'entre vous, ce qu'était une banque et son utilité
quand on ne connaît pas vraiment, on est un peu loin, c'est assimilé à la finance, etc. Donc oui, ça m'a plu. Donc le coup de cœur a commencé là. Le coup de cœur. Est-ce que vous êtes resté finalement dans l'univers de la banque toute votre carrière? Alors, après, j'ai repris mes études. Oui. Et puis, effectivement, j'ai eu l'opportunité de rentrer au Crédit Agricole. Et là, pour le coup, c'est là où j'ai commencé ma carrière. J'y suis maintenant depuis 38 ans, depuis l'origine. On va en parler. Maintenant, c'est au tour de nos amis étudiants qui sont là de vous poser des questions. Ils ont tous, vous allez voir, des parcours différents, mais ils ont tous en commun d'être engagés. Ils ont fait leur service civique, du bénévolat. Et encore une fois, merci à l'engagement, l'Institut L'Engagement qui nous met chaque mois en relation. Vous avez échangé avec eux sur ce sont leurs centres d'intérêt, leurs questions, leurs préoccupations. Et on commence avec une question d'Arthur. Je suis ingénieur de formation et en dernière année de master en finance durable. Oui. Quand vous aviez 20-25 ans, quelle était votre prise de risque la plus déterminante? Parce que oui, un banquier, ça prend des risques. Alors, ça prend des risques, mais mesurés. C'est justement le métier du banquier, c'est de maîtriser les risques. Je ne sais pas si j'ai vraiment pris des risques. L'entreprise, le Crédit Agricole, dans laquelle j'ai commencé à travailler, m'a tout de suite plu. J'ai senti, et je suis d'ailleurs, j'incarne cela, l'égalité des chances, le fait de commencer à la base et de grandir jusqu'au sommet. J'ai senti ça dans cette entreprise, donc je me suis laissé porter par l'entreprise en réalité, par le groupe, qui m'a offert beaucoup d'opportunités. Donc je ne pense pas avoir pris des risques au sens, j'ai plutôt saisi des opportunités, dit parfois oui, dit parfois non, fait beaucoup d'efforts évidemment pour arriver là où je suis aujourd'hui, donc je ne peux pas parler de risque au sens, en tout cas de risque personnel. Vous visiez ce poste ultime de grand patron du Crédit Agricole? Pas du tout. Vous en rêviez en vous rasant le matin? Pas du tout. Non, franchement, non, parce que justement, dans notre système, on peut commencer à la base, comme je l'ai fait, grandir, c'est des opportunités. Chez nous, au Crédit Agricole, c'est vraiment je réinsiste sur ce terme parce que c'est très marquant, c'est très rare dans des groupes internationaux de la taille du Crédit Agricole. On a des systèmes qu'on appelle de parcours où chacun, en fonction de ses talents, de sa personnalité, de ses ambitions, évidemment, de ses capacités de travail, peut réussir à atteindre le sommet, quel que soit son diplôme, quelle que soit son origine sociale. Donc, à la capacité à réussir. Donc, après, vous vous faites porter. Évidemment, il y a des opportunités, il y a un peu de chance, rencontrer les bonnes personnes au bon moment, saisir des opportunités, bref. Donc, voilà, non, je ne rêvais absolument pas. J'étais incapable d'aborder ni même la dimension du poste que j'occupe aujourd'hui. C'était pour moi un peu science-fiction. C'est pas venu à vous comme ça? Non, mais c'est des étapes par étapes. Ça fait 38 ans que je travaille au Crédit Agricole. Step by step, étape par étape, vous grandissez, vous vous formez. Vous prenez de l'épaisseur, de l'expérience, bref, voilà. Et à un moment donné, ceux qui décident de vous porter à ce niveau-là décident que vous êtes prêt et que vous avez la capacité à diriger un groupe de notre taille. À diriger la 10e banque mondiale. 10e banque mondiale, oui. Plus de 50 millions de clients dans le monde également. 55. 55, il faut être précis. Il est banquier. Présent. Ma question aujourd'hui, c'est de savoir quel est le meilleur choix professionnel que vous avez fait dans votre carrière? Rentrer au Crédit Agricole, on a compris. Oui, rentrer au Crédit Agricole, mais c'est un peu le hasard des choses. Je suis rentré au Crédit Agricole par hasard. Le meilleur choix, c'est d'avoir accepté en fait, de faire plusieurs métiers différents. Et j'ai un métier qui a été décisif pour moi, encore aujourd'hui d'ailleurs, c'est le métier de directeur d'agence. Le sens du contact, du contact avec des clients directement, de financer des projets d'entreprise, de ménage, enfin bref, de cette proximité m'a beaucoup formé. Et donc, voilà, ce choix a été décisif parce que ce n'était pas évident, il fallait bouger ma famille, ma femme, mes enfants, etc. Enfin, tout ça, c'est chaque fois un peu compliqué, c'est des efforts. Et donc, c'est là où peut-être on peut prendre un petit risque personnel. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup formaté. C'est là où j'ai appris aussi à manager. Le management, évidemment, dans des fonctions comme les miennes, c'est capital. Et donc, pour le coup, oui, ce métier, forcément, m'a beaucoup structuré. Allez, question de Samantha à présent. Bonjour. Bonjour. Je suis étudiante en master finance durable et mon question c'est, en tant que personne ayant travaillé dans la même entreprise pendant très longtemps, que pensez-vous de la manière de fidélité de maintenant de fidélité de l'entreprise, pardon. Des jeunes qu'on dit qu'ils restent moins longtemps. En même temps, c'est normal, vous démarrez. On leur conseille, oui, bien sûr, mais nous, par exemple, dans une on a entreprise. très peu de turnover au Crédit Agricole pour les raisons que j'ai explicitées, parce que chacun gère sa carrière à son rythme et c'est possible. Il n'y a pas de barrière de diplôme, de barrière. Donc, pour le coup, on a un très faible turnover à l'intérieur du groupe Crédit Agricole. Après, mon conseil, moi, je ne me suis jamais ennuyé dans mon boulot. Jamais.
j'ai toujours pris du plaisir. J'ai beaucoup travaillé, j'étais probablement très ambitieux, mais je ne me suis jamais ennuyé. Donc mon conseil, c'est si vous vous ennuyez, il faut partir. Il faut aller faire autre chose. Alors, je suis étudiante en licence de lettres modernes et en fait, pour tous, la confiance représente le pilier fondamental de la relation avec une banque. Mais alors, à une époque marquée par les crises géopolitiques et économiques, comment est-ce que le Crédit Agricole fait justement pour conserver ce lien avec ses clients ? Alors d'abord, Et inspirer la confiance. Et inspirer la Garder confiance. ce lien de confiance. Alors c'est une question complexe, la confiance, parce que, alors d'abord, il y a le poids de la marque, sa solidité, son implantation. En France, un Français sur 3 est client du Crédit Agricole à peu près. Enfin voilà, donc c'est un gros poids lourd. Donc rien que par cela, on incarne la confiance. Après, vous incarnez la confiance parce que vous êtes une banque solide qui fait des résultats. C'est parfois décrié, mais une banque a besoin de faire des résultats, ne serait-ce que pour renforcer ses capitaux propres, sa solidité. Et là, pour le coup, les épargnants qui confient leur argent à leurs banquiers ont plutôt envie de le mettre là où les banques sont solides. Et puis, je crois que c'est aussi incarné par nos collaborateurs et par cette proximité, parce que si quelque chose se passe mal ou ne va pas bien, j'ai quelqu'un pas très loin de chez moi qui va m'apporter des solutions, m'apporter des réponses, me rassurer quelque part. Donc c'est cet ensemble-là qui construit la confiance. Mais une autre banque pourrait dire pareil, sans citer de nom. Pourquoi est-ce que Crédit Agricole offre plus de sécurité à ses clients que d'autres grandes banques qui sont, Alors c'est un peu technique, d'abord parce qu'on a une solvabilité, c'est un peu technique. ratio de solvabilité. Voilà, qui fait de nous une des banques les plus solides au monde. Donc pour le coup, quand vous mettez votre argent au Crédit Agricole, vous savez que derrière, il y a beaucoup de capitaux qui permettent de garantir ça. Donc c'est un peu technique, évidemment, pour un particulier, ça, en temps normal, ça n'incarne pas grand-chose. En temps de crise, et on l'a vécu, c'est un capital extrêmement important. Dans une ère où les ménages ont de plus en plus de mal à boucler leur fin de mois, ces ménages ont un peu l'impression que les banques profitent d'eux. Pour vous, quels sont les moyens mis en place pour le Crédit Agricole pour lutter contre cette impression ? Alors c'est une question extrêmement importante et d'ailleurs qui, pour une banque coopérative et mutualiste comme la nôtre, est assez fondamentale. Parce que, alors ça ne va rien vous dire, mais on est ce qu'on appelle une banque universelle, c'est-à-dire qui a vocation à traiter tous les clients, tous les types de clients, des plus modestes aux plus fortunés, des toutes petites entreprises, des petits auto-entrepreneurs aux plus grandes entreprises. Et donc ce qu'on a fait dans notre politique d'offres, c'est d'adapter des offres adaptées au budget de chaque Français. Par exemple, on va lancer dans quelques jours une offre à 0 € par mois, complètement gratuite pour les besoins basiques Une offre des quoi clients. Une offre de banque au quotidien où vous avez la carte bancaire, le chéquier, l'accès à l'agence, etc. pour 0. Mais c'est parce qu'il y a des banques en ligne qui le font aussi qu'il faut répondre. Bien sûr, mais aujourd'hui on le faisait à 1 €. 1 € par mois, 2 € par mois. Et donc on a un éventail d'offres de 0 jusqu'à 10, 15, etc. Évidemment, plus c'est cher, plus vous avez de services. Et donc justement, pour prendre en compte cette dimension-là, on réalise. Un autre exemple, quand vous faites des prêts à taux fixes, ça paraît naturel en France. Dans beaucoup de pays ailleurs qu'en France, les crédits sont à taux variable. C'est-à-dire que quand Au Royaume-Uni, en Espagne, etc. En France, on gère ce risque de taux, c'est un peu compliqué, je suis désolé, mais en tout cas ce risque de hausse ou de baisse, on le gère à l'intérieur de la banque, ce qui garantit au client le fait que son échéance... Mais les autres banques le font aussi, non ? Les autres banques françaises, bien sûr. Françaises. Je m'appelle Ilan, je suis étudiant en finance et entrepreneur. Et je me demandais quelle place accordez-vous à l'intelligence artificielle dans la banque de demain ? Est-ce davantage un levier d'efficacité ou plutôt un risque en fait ? D'abord, je suis convaincu que c'est une vraie révolution. Mais de même ampleur que la machine à vapeur, que la révolution des transports ou que l'informatique il y a une quarantaine d'années ou une cinquantaine d'années. Donc c'est une véritable révolution et donc elle va avoir des impacts. Elle va transformer certains métiers, c'est sûr, en leur apportant beaucoup plus de confort, d'efficacité aussi, parce qu'elle va apporter du savoir beaucoup plus rapidement, etc. Ça va faire disparaître des métiers aussi, il faut le dire, c'est vrai. En même temps, l'histoire de l'humanité, ou en tout cas de notre civilisation occidentale, est marquée par des destructions, ce qu'on appelle la création destructrice, chère à un économiste bien connu. Ou la destruction créatrice, on peut dire. Oui, dans voilà, les deux dans tous les sens. Je confonds toujours Schumpeter, exactement, donc je crois beaucoup à ça. Néanmoins, je fais partie de ceux qui pensent que l'humain restera central.
il va falloir qu'on investisse sur ces outils pour gagner en efficacité, parce qu'une entreprise est fabriquée pour être efficace et pour fabriquer des profits, pour assurer sa pérennité. Mais je suis convaincu que l'humain restera central. Pourquoi ? Parce que d'abord, on a besoin d'intelligence émotionnelle, surtout quand vous avez des clients. Et cette intelligence émotionnelle, l'IA ne pourra pas la fabriquer. Aujourd'hui. J'y crois pas. Fondamentalement, mais alors là, pour le coup, on part dans un raisonnement philosophique, mais je n'y crois pas. Et puis, par ailleurs, c'est une machine, si on y réfléchit très bien, de la façon dont c'est conçu, c'est une machine à banalisation et à standardisation. Parce qu'en fait, les modèles vous crachent à peu près la même chose. Faites l'expérience, je ne vais pas citer de nom, mais vous prenez trois modèles, etc., vous posez la même question, vous avez à peu près le même type de réponse. À peu près le même type de réponse. Donc c'est une machine à banaliser. Or, les entreprises ont besoin de se différencier. Et je pense qu'ils vont se différencier par l'être humain, par les collaborateurs. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous encourage, puisque c'est important, à vous former, pas uniquement à faire des prompts, mais à fabriquer aussi, être capable de fabriquer vos agents IA, etc. C'est absolument essentiel pour l'avenir. Mais en même temps, de développer vos capacités créatives, votre imagination. Donc, et ça, c'est important parce que je pense que les entreprises vont rechercher ces talents demain. Mais il y aura moins de salariés potentiellement dans le secteur bancaire dans 5 ans, dans 10 ans. Oui, probablement, peut-être. Mais on va le remplacer par d'autres. Et puis, à la fin, si l'IA, comme certains le présument, ça va être une catastrophe sur l'emploi, pas que dans la banque, dans beaucoup d'autres secteurs. Il y aura un rejet. Ben non, la durée du travail va diminuer. Ah, ouais. Ben oui. On travaillait 80 heures à la fin du 19e. Ouais. On travaille 35 aujourd'hui, on travaillera 20. Et 20 payés combien ? 20 payer le même salaire, sinon les gens ne peuvent pas vivre. Ouais. Donc, là, je ne peux pas faire de prédiction, c'est de la science-fiction, on se projette, j'en sais rien. Mais au Crédit Agricole, on travaille 20 heures, on est payé 38, j'ai entendu. Non, on travaille 35 et on est payé 35. Est-ce que vous craignez qu'un jour, les néobanques, les GAFA ou autres prennent la place des banques traditionnelles, des grandes banques françaises traditionnelles ? Il y a un risque ou pas ? Parce que beaucoup de jeunes, encore une fois, aujourd'hui, se tournent notamment vers ces nouvelles banques. Bien sûr, c'est possible. De toute façon, ça sera le choix des consommateurs. En tout cas, il n'y a aucune raison, et c'est ce que je dis à mes équipes, qu'on ne fasse pas aussi bien que ces néobanques ou que ces GAFAM et qu'on ne fabrique pas les mêmes outils digitaux, les mêmes parcours, les mêmes qualités. Et on s'y attelle et on investit beaucoup pour ça. Et moi, mon credo, ce que je dis à mes équipes, c'est faites ça. Et faites la même chose, d'où l'offre gratuite, etc., et toutes ces évolutions, tous les investissements dans l'IA et dans le digital, et en même temps de faire la différence avec l'humain. Mais à la fin... Le meilleur des deux mondes. Le meilleur des deux mondes, c'est exactement ça. C'est le slogan, c'est le slogan d'une autre banque, ça. Oui, peu importe. Non, mais peu importe, je ne les connais pas tous. Mais oui, le meilleur des deux mondes, bien sûr. Ou en tout cas, plus exactement, le meilleur du digital et faire la différence avec les femmes et les hommes de l'entreprise. Question d'Aminata. Et question que je me pose moi aussi, au passage. Donc j'ai cru comprendre que l'égalité des chances était vraiment l'une des valeurs principales au sein du Crédit Agricole. Mais en tant que client, comment est-ce que je sais que que votre engagement il est vraiment réel et que ce n'est pas seulement du greenwashing ? D'abord, sur la dimension sociétale et sociale, au sens l'égalité des chances, j'en suis un symbole et il y en a plein dans le Crédit Agricole. Donc on n'a pas de mal à montrer ça. Sur la dimension de la transition et de l'engagement climatique. On a pris, et on est très rare, on n'est pas les seuls, beaucoup d'autres banques françaises ont pris cet engagement. Sortie du charbon. Pas que sortie du charbon. Ouais. Depuis 2022, sortie du charbon, c'était 2015. Ouais. 2022, on a décidé, parce que la science nous dit que pour atteindre le zéro carbone en 2050, il faut arrêter toute nouvelle exploration et exploitation, nouveaux champs gaziers. Donc vous ne financez plus aucun nouveau projet hydrocarbures. Alors, entre nous, toutes les autres banques au monde les financent. Mais nous, parce qu'on a un engagement et parce que la science nous dit si on explore et si on exploite de nouveaux champs gaziers, pétrole, etc., à ce moment-là, on n'a aucune chance d'atteindre le zéro carbone, même si déjà ça s'avère à peu près difficile. À ce moment-là, nous, on a dit, OK, on croit en science et donc on arrête de financer. Et on se prive potentiellement de revenus, mais on est cohérent avec nos valeurs. D'une part. Et d'autre part, parce que c'est l'autre part aussi, parce qu'on est dans un monde en transition. On ne va pas arrêter le pétrole aujourd'hui. Il y a plein de voitures, plein de gens. Enfin, 30% des Français sont chauffés au gaz. On ne va pas leur dire, stop, vous arrêtez. Et puis, donc ça ne marche pas comme ça. Donc c'est un monde en transition.
ce qu'on a dit, non seulement il faut baisser notre empreinte, mais en plus, il faut financer les nouvelles énergies non carbonées. Et donc là, on est extrêmement engagé. Je vais vous donner juste un chiffre et une initiative qu'on a prise. Un chiffre, c'est qu'à la fin 2028, on n'aura plus que 10 dans notre portefeuille de compagnies pétrolières, gazières, etc., pour 90 dans les énergies renouvelables. Alors qu'il y a 7 ou 8 ans en arrière, on était plutôt à 60-40. Question à présent de Salomon. Bonjour monsieur, Bonjour. Je m'appelle Salomon Condé, je suis étudiant en affaires publiques en Master 2 et je suis également attenant à France Éducation Internationale. Ma question part du contexte que les réseaux sociaux donnent parfois ou souvent l'impression que tout le monde réussit très vite. Et cela crée un sentiment d'échec et même de retard chez beaucoup de jeunes. Et vous, quel est votre regard sur cette pression invisible ? J'ai, comme vous tous, en tout cas à l'époque, ouvert des comptes Facebook. Je parle à titre personnel, Facebook, Insta. Je suis complètement sorti de ça parce que je trouve que ça polluait mon jugement critique. Et voilà. Donc, pour le coup, il faut faire attention aux manipulations. Pourquoi ça pollue votre jugement critique ? Parce qu'on sent bien que c'est manipulé. C'est même, quand on voit les fils sur TikTok ou sur X, etc. Enfin, c'est très addictif de scroller. Et en fait, je mesurais que ça pouvait avoir un impact sur mon jugement, sur mes qualités de jugement critique. Donc j'ai préféré m'écarter totalement. Le seul compte que j'ai, c'est LinkedIn. Et je parle en tant que directeur général du Crédit Agricole et pas en tant qu'Olivier Gavalda. Donc ça, c'est extrêmement important pour moi. Et pour celles et ceux qui ont envie de réussir, quels conseils vous leur donnez quand on commence dans la vie, qu'on ne sait pas trop ce qu'on a envie de faire et qu'on doit commencer tout en bas ? C'est une bonne question. Je pense que le facteur confiance est le plus important. Il faut se faire confiance, écouter ses intuitions. Évidemment, se fixer des ambitions au sens j'ai envie de beaucoup m'investir ou pas de beaucoup m'investir. Les choses ne tombent pas du ciel, mais ça ne l'a jamais été. C'est le peuple plus dur aujourd'hui que ça ne l'était avant. Et puis se laisser porter par ses intuitions. Surtout, encore une fois, ce conseil-là, ne pas vous ennuyer, ne pas subir les choses. Voilà, et puis se laisser porter. Parfois. Et se démarquer aussi, non ? Oui, il y a une compétition, je veux dire. Oui, bien sûr qu'il y a une Il n'y compétition. a pas de la place pour tout le monde. Non, il n'y a pas de la place pour tout le monde, c'est pyramidal, on est d'accord. Mais quand on a des ambitions, qu'on a envie de réussir, voilà, après la question, c'est pas se fixer, c'est pas se raser le matin en se disant je vais devenir, quand j'ai 20 ans, je vais devenir patron du CAC 40. Ça n'existe pas. D'ailleurs, ceux qui se le disent trop, en général, ne réussissent pas parce qu'ils manquent d'humilité. Et ma question est la suivante, c'est quand vous vous projetez dans 20 ans, qu'est-ce qui vous rend optimiste ou au contraire qui vous inquiète sur l'avenir de notre société ? On a des sujets à régler devant nous. La révolution technologique, j'en parlais, les transitions écologiques, le vieillissement démographique est un vrai sujet. Tous ces sujets, il faut les prendre bout à bout et on va les régler. En tout cas, nous, au Crédit Agricole, on a décidé de prendre à bras le corps parce qu'on s'est construit sur cette utilité sociétale. Le Crédit Agricole s'est construit au départ de rien, a mis quelques agriculteurs qui ont apporté leur épargne à d'autres agriculteurs pour leur permettre de financer leurs charrues, etc. C'est ça l'histoire du Crédit Agricole il y a 140 ans. Et puis petit à petit, on a construit sur l'utilité. Donc nous, on va s'investir là-dessus. Mais moi, je pense qu'il faut être résolument optimiste. Il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas aujourd'hui de la même façon qu'on y est arrivé il y a 100 ans, il y a 200 ans, etc. Allez, on continue avec une série de questions oui-non. Donc, il y a une question, vous répondez par oui ou par non. Voilà, puis après, vous expliquez les raisons, évidemment, de votre réponse. Oui ou non, vous accepteriez le poste de directeur général de BNP Paribas si on vous propose le triple de votre salaire? Non. Le quadruple? Non. Rien ne vous fera changer? Non. L'attachement à cette maison qui vous a... L'attachement, voilà, je suis profondément Crédit Agricole, puis j'ai l'âge que j'ai, donc voilà, mais non, je ne me vois pas partir de Crédit Agricole. Oui ou non, un banquier, c'est quelqu'un qui vous prête un parapluie quand il fait beau, mais qui vous le réclame quand il pleut?
Non, je pense que c'était exagéré. Évidemment, le banquier, je le disais en introduction, c'est la maîtrise des risques, doit faire attention aux risques. Donc, c'est pas guichet ouvert. D'ailleurs, je rappelle toujours, on prête l'argent que les épargnants nous confient. Donc, il faut déjà qu'on le rende aux épargnants. La banque, c'est on prend des épargnes, on prend de l'épargne, on la transforme en crédit. Donc, on a cette responsabilité-là. Mais de rendre l'argent à ceux qui ont prêté. Exactement. Accessoirement. Exactement. Donc, c'est profondément exagéré. Mais on doit avoir la conscience du risque, ça fait partie de notre métier. Oui ou non, vous avez fait supprimer l'ascenseur qui était réservé à la direction. À l'époque, Oui. vous étiez... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Quand vous étiez patron du Crédit Agricole Île-de-France, ouais. il y avait un ascenseur juste pour la direction. Voilà. C'est un autre monde. Ouais. C'était un autre monde. Je considère. D'abord, en plus, prendre l'ascenseur avec les collaborateurs, ça me permet de discuter avec eux. C'est très important. Il y a le signe, mais aussi le fait que rencontrer les collaborateurs, quel que soit d'ailleurs leur niveau, leur mission, c'est extrêmement important si vous voulez sentir ce qui se passe dans l'entreprise. Et donc c'est vraiment fondamental. Il n'y a pas de petit métier. Oui ou non, vous jouez de la batterie 1 à 2 heures par semaine? Oui. Voilà, là, c'est quand même surprenant. Pourquoi? Non, parce qu'à la fois, parce que je sais qu'il est sportif, il se lève, je ne sais pas à quelle heure, tous les matins, vous faites du sport, vous faites de la batterie. Je fais 6 heures du matin, je fais mes 20 minutes de sport pour me mettre en forme, en condition. Tous les matins, 20 minutes de sport. Et vous faites quoi? Des étirements, des pompes, des abdos, enfin bref, me maintenir en forme. Et la batterie, oui. Et d'ailleurs, je joue parfois avec les collaborateurs. Une fois par an, à la fête de la musique, je joue avec les collaborateurs. Olivier Gavalda, on passe maintenant à la question inversée. C'est vous, maintenant, désormais, qui posez une question aux étudiants et aux étudiantes qui sont là, qui vous répondront s'ils en ont envie, s'ils sont inspirés. Super. Alors moi, en fait, vous allez bientôt travailler, les uns les autres. Qu'est-ce que vous recherchez dans votre premier job? Et finalement, quels sont les critères qui vont vous faire choisir tel ou tel secteur ou telle entreprise? Moi, personnellement, je cherche, dans mon premier job, une entreprise qui est assez flexible et inclusif, parce que je pense que l'inclusivité, d'être dans une entreprise qui respecte chaque personne est important. En fait, c'est la philosophie de l'entreprise qui est important. Et après, c'est personnel, mais je cherche une entreprise avec une dimension internationale, parce que depuis mon enfant, je rêve travailler à l'international, comme mon père. D'accord, super. Et aussi, j'aimerais ajouter, je pense que tout le monde l'a, ça se ressent, mais les valeurs aussi qui sont partagées. J'aimerais bien être dans un environnement où vraiment on partage les mêmes valeurs. Et aussi le fait d'être dans une entreprise qui n'a pas peur aussi d'innover. Parce que je sais, aujourd'hui, il y a toutes les nouvelles technologies et il y en a certaines qui sont assez, qui se freinent un peu, qui ont un peu peur. Donc j'aimerais aussi une entreprise qui se voit être innovante et qui imagine le monde de demain sans regarder derrière. C'est là où on a besoin de vous. D'imaginer le monde de demain, c'est vous qui allez nous dire. C'est nous, c'est ça. Bon, elle est embauchée, hein. Ah oui, ça c'est bon, on va faire le marché. Allez, merci Olivier Gavalda pour cette masterclass. Ça vous a plu? Super. Ça vous a plu aussi? Oui. Bon, je pense qu'on peut l'applaudir. Merci. Merci beaucoup, merci. Olivier Gavalda, donc directeur général du Crédit Agricole, dont c'était la première apparition à la télévision. Certes. Donc merci à vous pour cette exclusivité. Masterclass est fini pour aujourd'hui. Ça continue évidemment sur les réseaux sociaux. D'autres questions qui vous seront posées par des étudiants dans les prochaines minutes. Émission enregistrée depuis la maison Sanofi à Paris. Masterclass est aussi du replay sur publicsena.fr. À très vite. C'était Masterclass avec Bourse Direct, le partenaire de tous vos investissements. Chaque jour, nous vous accompagnons pour prendre les bonnes décisions et donner vie à vos projets.